Bonjour, très ravie d'être parmi vous et de participer à ce prestigieux colloque. Au micro, professeur Adi Babakour, je suis à l'Institut des études et des recherches pour l'arabisation à l'Université Mohamed V, Rabat, Royaume du Maroc. Donc j'ai choisi comme titre pour mon exposé le récit culturel comme instrument de pouvoir à l'ère post-Gaza. Voici le plan de ma présentation, une petite introduction, une mise en contexte, l'objectif de ma recherche, les acteurs principaux de la narration géopolitique, les médias et leur influence sur la narration, l'impact des récits sur les décisions politiques et bien sûr, on va conclure avec des petites recommandations. Comme vous savez, le récit culturel dans le contexte de l'ère post-Gaza, il joue un rôle crucial en tant qu'instrument de pouvoir. Donc il influence les perceptions collectives et individuelles des événements, des identités et des luttes. Donc après le conflit de Gaza, une nouvelle dynamique géopolitique a émergé où les récits, soit ils sont en langue originale ou bien traduits, ils influencent bien sûr les politiques internationales. Donc les événements sont filtrés à travers des narrations traduites qui façonnent les perceptions et les actions. Les récits issus de cette région, qu'ils soient véhiculés par la traduction de la littérature, l'adaptation au cinéma ou l'adaptation télévisée, les témoignages personnels qu'on trouve sur les réseaux sociaux avec des sous-titrages, avec des doublages, donc ils façonnent l'imaginaire collectif et participent à la construction d'une mémoire historique. Donc la traduction dans ce contexte, elle dépasse de loin la simple conversion linguistique. Elle inclut la transposition des récits culturels et politiques d'une langue et d'une culture à une autre avec des implications profondes. Par exemple, les traductions des récits palestiniens et israéliens dans les médias internationaux influencent la manière dont le public mondial perçoit le conflit. La traduction devient alors un acte de pouvoir car elle sélectionne, elle reformule et adapte des récits à des contextes et à des idéologies spécifiques. L'objectif de ma recherche, c'est d'examiner, à travers quelques ouvrages, les acteurs qui contrôlent ou influencent ces narrations, leurs effets et les décisions politiques et les relations internationales. Donc leurs effets sur les décisions politiques et sur les relations internationales et bien sûr explorer les interactions culturelles entre Orient et Occident à travers des narrations traduites. Voici les 4 ouvrages sur lesquels j'ai travaillé. Donc, tous ces ouvrages sont très récents, mais qui sont très différents et c'est exprès. Donc, le premier ouvrage est un ouvrage géopolitique. Le deuxième, c'est un ouvrage journalistique collectif. Le troisième, c'est artistique. Il y a des dessins suite à la visualisation de vidéos de 30 secondes à Gaza. Comme vous savez, sur les réseaux sociaux, on poste des petites vidéos de Gaza qui ne dépassent pas 30 secondes et qui ont permis à Mohamed Sabané de tracer plusieurs dessins qui font vivre ces vidéos qui étaient supprimées et censurées par les grandes plateformes d'Internet. Le quatrième ouvrage, c'est artistique, théâtral. Donc là, c'est des productions théâtrales palestines sur scène réunies par Najla Nakhleh. Donc voilà, toutes des éditions très très récentes. Donc pour le troisième document, 30 secondes à Gaza, qui m'a vraiment plu le plus, ce livre, il recueille 92 dessins réalisés à l'encre de Chine sur papier, parce que comme le dit l'auteur, aucune solution liquide ne peut l'effacer. Elle est indélébile comme l'est le sang qui coule dans les rues de Gaza, dans ses hôpitaux et sur les visages de ces enfants que rien jamais ne pourra effacer de nos mémoires. Donc de Ramallah où il vit, Mohamed Sabané a entrepris de documenter la tragédie que vivent les Gazaouis depuis octobre 2023 à travers des dessins qui reproduisent les scènes des vidéos postées sur Gaza qui ne dépassaient pas 30 secondes, d'où le titre 30 secondes à Gaza,
Donc il veut par là sauvegarder les traces de ce qui est en train de se passer, car ces images disparaissent les unes après les autres des réseaux sociaux parce qu'elles sont censurées par les grandes plateformes d'Internet et là, il a essayé de les immortaliser. Donc voilà pour les acteurs principaux de la narration géopolitique. Suite à l'examen de ces ouvrages-là, on trouve les acteurs principaux suivant 3 catégories. Donc les États, les médias et les organisations internationales. Donc les États, là on parle des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, et d'une autre part les pays du Moyen-Orient qui ont des intérêts géopolitiques qui influencent leur narration des événements. Donc, par exemple, les États-Unis diffusent des récits de démocratie et de droits de l'homme pour justifier leur politique étrangère, tandis que la Chine promeut un récit sur le développement et l'autonomie. Donc, chacun selon ses propres intérêts. Donc, la narration, bien sûr, là, elle est influencée par ces idéologies. Les médias, on trouve bien sûr les médias traditionnels, télévision, presse écrite, comme Al Jazeera, BBC ou Fox News qui ont joué un rôle clé dans la représentation des événements, mais d'une autre part, les réseaux, bien les médias numériques, les réseaux sociaux qui ont touché un grand public à l'échelle internationale. Même si les vidéos postées sont en arabe, il y a une traduction simultanée qui n'est pas toujours réussie, un doublage, sous-titrage automatique, pas toujours réussi, mais qui a participé à faciliter l'échange et à refléter la vraie image de la réalité des choses. Pour les organisations internationales, bien sûr, on a l'ONU, l'Union européenne et d'autres entités qui influencent les narrations via leurs résolutions, leurs discours officiels et leurs interventions diplomatiques, qui sont souvent perçues de manière divergente selon les intérêts des États membres, bien sûr. Donc, toujours en ce qui concerne les médias et leur influence sur la narration, on a des notions nouvelles qui ont émergé, comme la fusion culturelle, l'évolution des récits médiatiques et la narration hybride, ce qu'on appelle la narration hybride dans le cadre des médias numériques. Donc l'hybridation des récits implique bien sûr l'intégration des influences culturelles et narratives des deux côtés. Par exemple, des récits traditionnels arabes qui sont repris et modifiés dans des formats mondiaux comme le cinéma ou la musique, comme on a constaté sur Netflix. Il y a de plus en plus de films et de séries, de documentaires qui sont caractérisés par cette fusion culturelle. Donc, quel est l'impact des récits sur les décisions politiques? On a vu bien sûr des réactions politiques divergentes, comme la manière dont l'ONU et les grandes puissances réagissent aux crises, la crise de la Syrie, de l'Ukraine, qui dépendent largement des récits dominant la scène internationale. Il y a le changement d'alliance, donc les récits peuvent perturber les relations diplomatiques, comme la rupture entre certains pays arabes, le Qatar pendant la crise du Golfe. Donc cette rupture-là a été bien sûr a changé les alliances. La fragmentation des alliances, donc les récits peuvent diviser les alliés traditionnels, comme cela a été le cas entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, voilà, c'est déjà dit. Les tensions géopolitiques entre Occident et Orient, comme à Gaza ou bien lors de la guerre de Syrie. Donc, bien sûr, c'est comme ça que les récits impactent les décisions politiques. Il y a aussi les stéréotypes. Donc, dans le monde arabe et musulman en Occident, ils sont souvent marqués par des stéréotypes de violence, radicalisme. Donc, ces récits sont amplifiés par les médias et par la politique. Il y a aussi la politique de sécurité et d'immigration. Donc la manière dont les récits façonnent l'opinion publique influence directement les politiques de sécurité. Et bien sûr, on a la diplomatie narrative.
les récits influencent la diplomatie mondiale avec des conséquences sur les négociations de paix, sur les accords commerciaux et les sanctions. Donc nous avons pu, grâce à cette étude, examiner quelques rapports, quelques traductions de ces rapports de la diplomatie mondiale et comment la traduction peut des fois changer la réalité. Donc, le récit culturel traduit à l'ère post-Gaza se présente comme un puissant instrument de pouvoir. Il influence la perception des événements, des identités et des luttes. Donc, dans un monde de plus en plus globalisé, le récit culturel traduit joue également un rôle dans la diplomatie et les relations internationales. Par conséquent, comprendre et analyser la traduction des récits culturels devient essentiel pour appréhender les dynamiques politiques, sociales et culturelles de l'époque. C'est un moyen de décoloniser les mémoires, de résister à l'hégémonie culturelle et de revitaliser les voix. Donc, des recommandations pour conclure. Il faut valoriser les récits locaux. Donc, il est crucial de donner une place centrale à la traduction des récits locaux et des témoignages des populations palestiniennes qui sont souvent marginalisées dans les narrations dominantes. Et encourager la production de récits par les communautés concernées, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma ou d'art visuel, est essentiel bien sûr. Tout ça, c'est essentiel pour préserver leur histoire et leur culture. Promouvoir l'éducation à la narration. Et là, c'est notre devoir en tant que professeur, c'est d'intégrer des programmes éducatifs qui sensibilisent à l'importance des récits culturels et à leur pouvoir de transformation. Donc cela inclut la formation des jeunes générations aux techniques de narration, à l'analyse critique des récits dominants et à la création de récits de paix et de réconciliation dans un contexte multilingue. Donc apprendre à rédiger dans un contexte multilingue et de apprendre à critiquer d'une manière respectueuse. Encourager les dialogues interculturels, bien sûr. Utiliser les plateformes numériques, exploiter les technologies modernes et les réseaux sociaux pour diffuser des récits alternatifs, renforcer la diplomatie culturelle, soutenir les artistes et créateurs parce qu'il s'agit d'acteurs principaux de résilience et de résistance, je veux dire. Mettre en place des initiatives pour soutenir ces artistes, cinéastes, écrivains, créateurs qui jouent un rôle clé dans la diffusion et la construction des récits culturels. Voilà donc. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Grand merci au comité d'organisation, comité scientifique et bien sûr aux chers intervenants. Vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup.